Tires are spread 15 to 20 feet apart. This keeps passing lanes and cutting lanes open, and any double teaming. In theory, over the course of 5 seconds, there are at least 340 different shot opportunities. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. Isolation. Because of the incident that occurred in the early 1990s. Have you seen any evidence, Elliot, of people being taken out of the building? You say that emergency vehicles are there, understandably so, but of course the major concern is human loss. I mean, do you know if there were many people in the building? Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane. Pentagon. The day before 9/11, Secretary of Defense Donald Rumsfeld declared war, not on foreign terrorists. The adversary is closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. He said money wasted by the military poses a serious threat. In fact, it could be said that it's a matter of life and death. Rumsfeld promised change, but the next day, the world changed. And in the rush to fund the war on terrorism, the war on waste seems to have been forgotten. My 03 budget calls for more than $48 billion in new defense spending. More money for the Pentagon when its own auditors admit the military cannot account for 25% of what it already spends. According to some estimates, we cannot track $2.3
trillion in transactions. 2.3 trillion with a T. That's $8,000 for every man, woman, and child in America. Les attentats du 11 septembre 2001 contre les 2 tours du World Trade Center à New York avaient brisé le sentiment de sécurité et d'invulnérabilité des Américains. Ils ont aussi ouvert un chapitre noir dans l'histoire des droits et libertés des citoyens. Le jour même des attaques, le président George W. Bush met un point d'honneur à rassurer les Américains. Notre pays est fort, dit-il. Un grand nombre de personnes se sont mobilisées pour défendre notre grande nation. Les attaques terroristes peuvent secouer les bases de nos plus grands bâtiments, mais elles ne peuvent pas toucher les fondements de l'Amérique. Mais le 26 octobre 2001, George Bush signe le Patriot Act, une loi antiterroriste votée préalablement par le Congrès, une réponse aux attentats et une loi d'exception. Une loi qui renforce largement les pouvoirs des différentes agences gouvernementales des États-Unis et permet une coordination renforcée entre le FBI et la CIA. Elle supprime aussi les restrictions légales liées aux écoutes téléphoniques, à la surveillance des emails et des dossiers médicaux, des transactions bancaires et même les perquisitions menées en l'absence des personnes concernées. Les cours fédérales déclareront anticonstitutionnelles plusieurs des dispositions du Patriot Act. C'est à Viet Dinh, qui avait prêté serment en présence du président Bush, qu'a été confiée la charge de mettre au point cet ensemble de lois dites sécuritaires. Elles autorisent l'accès sans restriction aux données individuelles, les perquisitions secrètes au domicile et étendent les écoutes clandestines à tout le territoire américain. This new law that I signed today will allow surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones. Oh, 040 Alpha, confirm that's bombs dropping on Mazdak. Fucking hell! Bonsoir à tous, merci de votre attention. Depuis des mois, les États-Unis évoquaient l'existence de preuves contre l'Irak. C'est peu dire donc que l'intervention de Colin Powell devant l'ONU était attendue. Lien avec Al-Qaïda, arme de destruction. L'intervention a duré 80 minutes, document à l'appui pour tenter de convaincre la communauté internationale. En voici les principaux points avec Hervé Guéquier. Un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. 3 grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Enfin, troisième phase de la démonstration, les liens entre Saddam Hussein et les réseaux Al-Qaïda. Selon le secrétaire d'État américain, une vingtaine de membres d'Al-Qaïda sont basés à Bagdad. Pour appuyer son propos, Colin Powell montre plusieurs photos, dont celle d'Al-Zarqawi, un Jordanien de 36 ans, considéré comme un des responsables d'Al-Qaïda.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats, en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de route, jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Les États-Unis sont accusés de crimes de guerre, mais l'affaire ne sera pas portée devant un tribunal international. Sur ces images tournées par un hélicoptère américain le 12 juillet 2007 à Bagdad, on voit deux hommes marcher tranquillement dans la rue. Celui de gauche porte un appareil photo, il est photographe à l'agence Reuters. À ses côtés, son chauffeur. Les pilotes de l'hélicoptère pensent avoir dans leur viseur des combattants avec des armes. Et comme le veut la procédure, ils demandent alors l'autorisation au poste de commandement d'ouvrir le feu. On a repéré des individus armés. Ok, vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. On peut tirer, on y va. Allez, feu! Tire encore, tire encore. Tire encore. Namir Nour Elden, le photographe, avait 22 ans, son chauffeur Saïd Shmak 40 ans. Quelques instants plus tard, un véhicule se présente pour emporter les blessés. Les pilotes demandent alors à nouveau l'autorisation d'ouvrir le feu. On a un véhicule noir. On peut y aller? On peut tirer? Oui, allez-y. Quelques minutes plus tard, d'autres soldats américains emportent dans leurs bras 2 enfants blessés. Il y aura en tout 12 morts. L'enquête ouverte à l'époque par l'armée américaine avait conclu qu'aucune erreur n'avait été commise. Thank you all. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Oops, this photo wasn't supposed to be in here. My name is Adam Shaw. I'm American. Nobody's perfect. I started off, and when 9/11 happened, I lost my oldest friend in the whole world, the second airplane. And like a lot of people, I believed the official version for a while. And then I saw the footage of the towers coming down.
and I saw them falling into their own footprint. And I said, something's wrong here. Very, very wrong. And then when I heard that Building 7 was pulled, I was convinced something was up. What worries me a little bit about the official version of 9/11 is that for people who are really piss-poor student pilots to be able to get in the cockpit of big jets and fly them as accurately as they were flown, at close to VNE, at close to max speed, and be able to hit the trade towers. Les pirates de l'air s'étaient entraînés sur de petits avions monomoteurs, mais n'avaient jamais piloté un quelconque jet. Sans parler des grands avions de ligne, qui constituent une spécialité à part. Pourtant, ils ont accompli à grande vitesse des virages, des descentes vertigineuses et des manœuvres extrêmes qui ont laissé totalement perplexes les contrôleurs aériens. Écoutons les commentaires de pilotes professionnels à propos de ces manœuvres. Commandant Ted Muga, ex-pilote civil et militaire. Je n'arrive pas à croire qu'un amateur puisse ne serait-ce que se rapprocher de telles manœuvres. Commandant Ralph Kolstad, ex-pilote militaire et ancien instructeur de combat aérien. Au Pentagone, le pilote du Boeing 757 a réalisé une manœuvre très difficile. J'ai moi-même 6000 heures de vol sur Boeing 757 et 767 et je n'aurais pas pu faire suivre à l'avion la trajectoire qui a été décrite. Capitaine Daniel Davis, ancien officier de la défense aérienne et pilote privé. Survoler la colline et l'autoroute et aller percuter le Pentagone entre la hauteur du mur et le sol, c'est pratiquement impossible, même pour un petit motomoteur lent, et il est impossible de faire ça avec un 757. And even more unbelievable, the Pentagon is just not credible. The Pentagon airplane is the most troubling, because coming in at the speed in which that supposed airplane came in ground effect, to not skip off the ground in ground effect is almost impossible. To be able to fly that curving, descending, high airspeed trajectory into a very low building with the airplane in ground effect for the last 3 or 4 seconds, you have to be Chuck Yeager to fly that trajectory. And those guys were not Chuck Yeager. La prima difficoltà sarebbe quella di volare attaccato a terra e lo so per esperienza diretta avendo fatto volo militare a bassa quota. Ci sono tutta una serie di turbulenze che fanno sì che sia molto difficile stare veramente appiccicati per terra. Credo che chi ha fatto questa attività possa capire cosa vuol dire stare a 10 metri da terra, 5 metri da terra con un aeroplano che pesa 110-120 tonnellate lanciato a 900 km all'ora.